C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Il était très connu dans le monde de la presse en son temps quand il écrivait en tant que directeur de publication du journal Le Crocodile, et puis connu également à la tête de l'Observatoire togolais des médias. Mais aujourd'hui, il officie en tant que conseiller chargé des relations avec les médias au sein du parti politique l'Alliance nationale pour le changement, le parti de Jean-Pierre Fabre. Lui, c'est Francis Pedro Amouzou. Encore en studio avec nous, Francis Pedro Amouzou. Encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Agbetim. Bonjour à vos auditeurs. Tout à l'heure, je disais que je suis heureux de reprendre dans cette émission, parce que je me souviens qu'à l'entame même de cette émission, le 4 janvier 2010. J'étais le premier invité de cette émission nouvellement créée par Radio Victoire. Je me souviens comme si c'était encore hier. Et ça fait un peu de temps. Je n'ai pu prendre part à cette émission. Peut-être à cause de vos nouvelles charges. Oh, bon, me voilà aujourd'hui. En tout cas, me voilà aujourd'hui. Et bienvenue encore. Merci à vous. Dans la maison. Oui. Alors, l'État togolais, vous l'avez suivi dans le journal tout à l'heure, offre chaque année une aide à la presse qui n'est pas un monde non connu par vous en tant que Francis Pedro Amouzou. Vous avez été président de l'Observatoire togolais des médias, je l'ai dit tout à l'heure. 152 organes vont se partager 150 millions de francs CFA. Quel regard y jetez-vous? Bon. Je dirais que c'est une peau de chagrin. Je me souviens que le premier projet d'aide de l'État à la presse, c'est sous ma présidence que nous l'avons rédigé. Et nous l'avons soumis au gouvernement en ce moment. Et ce projet faisait 300 millions. Ce que nous avons fait en ce temps-là. Le gouvernement n'a pas pu accéder à nos requêtes, mais le gouvernement a maintenu la barre à 50 millions. Puis après, 75 millions. Et puis, oui, j'allais dire que en 2009, nous sommes allés à 300 millions. Nous sommes allés à 300 quelque chose. Et puis subitement, nous sommes revenus encore en dessous de 100. Et puis maintenant, on me dit que c'est 100, combien? 150 millions pour 152 médias. Bon, je ne suis pas sûr que 1 million aujourd'hui, à supposer qu'on donne 1 million à chaque média. Ça ne suffira pas. Eh bien oui, j'ai fait un calcul comme ça. Je suis sûr que bon, ça ne peut rien faire. À mon sens, l'État a les moyens de multiplier par 5, 6, 7, 8, 10 ce quantum-là. Donc, voudriez-vous nous dire que il est possible au gouvernement togolais de mieux faire? Oui. J'ai dit, l'État togolais peut allouer 1 milliard à la presse. Ça, je le dis sans embâche. Parce que ailleurs, j'ai fait partie des équipes qui, en tout cas à l'extérieur, pour monter les projets, pour ces médias de l'extérieur-là, ces médias, je veux parler de la Côte d'Ivoire, en son temps, qui était de 500 millions, et puis après, ils sont allés au milliard. Au Sénégal, je connais, bon, je ne sais plus comment ça se fait aujourd'hui, mais je sais qu'en ce temps-là, au moment où nous, on était à 75 millions, les gens étaient déjà à 500 millions. Au Sénégal, ça a commencé avec 100 quelque chose, 150 millions, et puis après, eh ben, ça s'est envolé. Bon, maintenant, c'est à l'État de savoir si la presse est importante. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et ensuite, en demandant
je reste toujours journaliste en demandant aux médias de faire en sorte que... de continuer le plaidoyer? Oui, de continuer le plaidoyer, de faire en sorte qu'il soit respecté. Oui, il faut respecter les médias, il faut respecter la presse, parce que on ne saurait développer un pays sans la presse. Êtes-vous sûr? Je suis absolument sûr. On ne saurait développer un pays sans la presse, parce que l'information est la fibre, la première fibre du développement. Je suis journaliste, je sais ce dont je parle, j'ai parcouru le monde entier. En faisant mon métier, j'ai fait partie de plusieurs organisations de presse dans le monde et sur le continent africain, je sais ce dont je parle. Parce que je faisais partie de l'équipe qui avait rédigé les textes sur la presse au niveau de la CEDEAO et au niveau du continent. Et nous sommes même allés déposer ce document-là à Addis Abeba au moment où Alpha Omar Konaré était président de la commission. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, somme toute, Francis Pedro Amouzou, à la place du gouvernement, à quoi pouvait s'attendre la presse togolaise? Oh, ben, comment à la place du gouvernement? La presse togolaise aujourd'hui, je viens déjà de le dire, nous n'allons pas continuer par parler de ça. C'est un fait. Ils ont déjà voté cette loi-là. Ce que je dis, c'est que le prochain budget puisse se consacrer tout au moins 300 millions, 350, 340, 350 à 500 millions à la presse. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est ce que Francis Pedro Amouzou, ancien président de l'OTM, suggère à ses confrères, à ses amis au niveau de la presse afin que le plaidoyer puisse porter ses fruits. Alors, allons, faisons un petit tour au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Au nom de la réconciliation, l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir depuis 2014, revient cette semaine dans son pays et il rencontrera en présentiel, dit-on, les autres anciens présidents et ce serait également en présence de l'homme fort actuel du Burkina Faso, M. Damiba. Alors, qu'est-ce que tout cela vous dit, M. Pedro? Parler dans notre pays, nous devons marcher sur des œufs. Je suis politique. Je sais qu'on ne parle pas de ces choses-là comme ça, sans savoir les tenants et les aboutissants. Mais tout ce que je peux dire, je ne sais pas, c'est de dire que tout se fasse dans la légalité. Pourquoi je dis ça? Il y a eu un procès au Burkina, le procès estampillé, procès Thomas Sankara, en avril où dernier. M. Blaise Compaoré a été condamné par contumace à perpétuité. À perpétuité, oui. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ils sont en train de ficeler ce truc-là. J'ai écouté sur RFI ce matin que le président ivoirien qui a accordé la nationalité à M. Blaise Compaoré est satisfait, a eu des gages. Je ne sais pas de quel gage il s'agit. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer là-bas. Nos pays ont besoin quand même de réconciliation, hein, j'en parle. Et ici, au Togo également, au lieu que je parle beaucoup du Burkina, il faut que je parle du Togo. Si ça peut se faire ailleurs, si des initiatives se prennent ailleurs, il faut que des initiatives se prennent au Togo. Donc des initiatives pareilles se prennent aussi au Togo? Je ne dis pas des initiatives pareilles. Je dis un pays a besoin de réconciliation. Je suis clair dans ma tête. Un pays a besoin de réconciliation. Quand les autres le font, nous devons réfléchir beaucoup. Parce que, je dis, tout ce qui s'est passé ici, au Togo, j'emporte les stigmates moi-même. Je dis qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Certainement que le HCRUN vous aurait déjà indemnisé, on saura le dire, mais quand même, l'autre question toujours au Burkina Faso, Blaise Compaoré, excusez-moi, entre-temps refusé de déférer à la justice de son pays, la justice militaire, bien sûr, de son pays, et aujourd'hui, vous l'avez tout à l'heure soulevé,
il est sous le coup d'une condamnation par contumace à perpétuité. Mais revenir ainsi au pays, ne serait-il pas en train de défier ou mépriser un peu la justice de son pays? Vous savez, c'est ça l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas évoluer. Ou bien c'est pour ça que l'Afrique traîne à évoluer. Parce que, bon, on peut absoudre les choses comme ça, des crimes, on peut les absoudre comme ça, sans rien. Mais bon, chaque pays devra réfléchir longtemps. Je ne dis pas qu'il faut ressusciter ou réveiller les vieux démons, c'est pas ce que je dis, mais quand même, il y a une certaine morale qu'il faut respecter dans un pays. J'aurais aimé que M. Blaise Compaoré puisse faire amende honorable avant de retourner. Hein. Ah oui. Mais acte, oui. Acte de repentance ou demande de pardon. Mais oui. Mais oui. Ça servira à quoi? Mais au moins, ça soulagerait quelqu'un pour dire, au fait, bon, il a au moins reconnu quelque chose. Mais si gaillardement comme ça, il retourne à Ouagadougou, Girofa et tout, pompon, là, ça, je dis que c'est manquer de respect au peuple burkinabé. En tout cas, quelqu'un dira, si Blaise Compaoré revient au pays sans être inquiété, alors à quoi bon tout ce tintamarre, tout ce scénario de justice qui a englouti des millions et qui a duré des mois ou disons des semaines. Alors, Francis Pedro Amouzou, un phénomène est en vogue au Togo. Vous avez suivi tout à l'heure dans le journal, le gouvernement veut prendre les taureaux par les cornes. Peut-être c'est trop tard, on ne saura le dire. Les jeunes filles aujourd'hui, une fois nous les envoyons à l'école, c'est qu'elles doivent revenir avec des grossesses, ce qui estompe leur ambition quand même de devenir quelque chose à l'avenir. Grossesse en milieu scolaire. Vous voyez que je suis en train de rire. C'est maintenant que le gouvernement voit qu'en milieu scolaire, là, il y a trop de grossesses. Je me souviens dans les années 77, le gouvernement du Togo a pris un décret pour envoyer tout enseignant qui engrosse une élève en prison. Et puis après, bon, lorsque nous-mêmes, nous participons à la chose, je dis les choses très clairement, lorsque nous-mêmes, nous participons à ça, qui sont ceux qui prennent les minettes par-ci, par-là? Ce n'est pas moi, Francis Pedro Amouzou. Si on cherche, maintenant, on va trouver, même au niveau du pouvoir, de grands messieurs qui raffolent de ces petites-là, au lieu de les laisser aller à l'école. Mais vous allez voir ces petites-là avec des appareils, comment vous les appelez, des portables de 500 000 francs. Alors, qui fait ça? C'est moi? Maintenant qu'ils ont pris, le gouvernement veut faire quelque chose, bon vent. Et M. Agbetim, il faut laisser ça. Nous allons revenir sur ça ici, et je vais vous dire le bilan, ou bien je vais vous faire le bilan. Il ne sert à rien de parler. Il faut agir. Point. Vous êtes aujourd'hui à la CENI, vous êtes à la CENAP, pas vous en tant que M. Pedro, mais votre formation politique. Êtes au CPC et au CPC, vous êtes également à la CENI. Est-ce que le travail avance? Vous me posez une question, nous avons déjà répondu à ces questions-là. Hein. Quand on était à la CNAP, au CNAP, c'est ça, non, le conseil... la concertation. La concertation à la CNAP, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Et après, nous sommes sortis de là parce que ce n'est plus une concertation. Ce sont des injonctions du gouvernement. Et nous sommes sortis, nous vous avons fait un bilan. Des propositions que nous avons faites, des propositions que d'autres ont faites,
des propositions que le gouvernement a faites. Et ensuite, nous avons dressé un bilan pour vous. Nous avons un document que nous vous avons remis en conférence de presse. Oui. Et nous nous sommes retirés tranquillement pour dire ce qui se fait là. Ce n'est pas pour le peuple togolais, c'est fait pour, je ne sais pas. D'autres officines? Mais oui, clair. Maintenant, après la CNAP, il y a eu le CPC. Cadre permanent de concertation. Au départ, nous avons dit, mais nous voulons apporter notre contribution pour améliorer les conditions de vie dans notre pays. Alors, ce n'était pas synonyme de manger son totem? Nous, puisque vous étiez sorti oui. de la CNAP, non, vous étiez maintenant revenu. Non, nous n'avons pas mangé. Quand on est dans un pays, on ne peut pas laisser ou bien refuser de dialoguer ou d'apporter des contributions pour améliorer la situation. C'est en cela que nous avons écrit, et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous avons écrit au ministre de l'administration territoriale pour lui dire, votre CPC là, si vous voulez nous convier à cela, il nous faut l'ordre du jour. Si l'ordre du jour prend en compte des problèmes du pays, nous viendrons. Mais si c'est pour aller vous serrer les pincettes, nous ne viendrons pas. Ils ont rechigné. Et puis ils ont compris que avec nous, les choses doivent se faire normalement. Ils ont enfin, à maintes reprises, plusieurs fois, ils ont envoyé des invitations avec ordre du jour. Et quand nous avons vu que cet ordre du jour-là, nous pouvons parler de quelque chose, nous y sommes. Allez leur demander, depuis que nous sommes allés à ce CPC-là, nous n'avons soufflé mot. Notre représentant n'a rien dit là-bas jusqu'à présent. Parce que tout ce qui se disait là, ce n'est pas pour le peuple togolais. Votre représentant, je vous le dis, il se mure dans un silence. Pourquoi? Vous savez, oui, un parti politique doit savoir comment les choses se passent pour pouvoir agir. Demandez au ministre, il vous dira que finalement, ils ont demandé à notre représentant. Monsieur l'ancien député Manchi, il ne parle pas, il ne prend pas la parole là-bas. Pourquoi il va parler? Bon, une stratégie politique. Non, il parlera dès lors que le sujet discuté intéresse le peuple togolais et doit améliorer quelque chose au niveau de la population. Oui, donc, M. Pedro, alors, la dernière fois, le CPC avait invité le ministre Adedje pour parler de la vie chère. Entre-temps, c'était le général Yark pour parler des questions sécuritaires. Et votre représentant, par rapport au problème de la vie chère, il n'a daigné prendre la parole. Donc, vous devez vous dire que les questions de la vie chère ne concernent pas le peuple togolais? Mais si vous me posez la question, monsieur Agbetim, vous avez vu nos communiqués, vous avez vu nos sorties, vous avez vu tout ce que nous avons dit sur la vie chère. À partir, moi-même, le président national, les vice-présidents, tous les membres du comité politique et du bureau national ont parlé de la vie chère et ont donné des indications précises au gouvernement. Et voilà que le représentant du gouvernement était là. Et vous n'avez daigné placer un mot, lui poser même une seule question. Et vous croyez que c'était le bon choix? Il ne faut pas que les gens viennent faire du cinéma. Nous, on ne veut pas faire du cinéma. Ce que nous avons dit, nos communiqués, sont adressés à tout le monde. Le gouvernement est censé prendre ce que nous avons dit et y travailler là-dessus. Donc, quels sont les sujets sur lesquels votre représentant pourra toutefois prendre la parole et dire au moins ce que l'ANC aussi pense de la situation? Vous savez, il y a une manière de faire les choses pour amener les gens à apporter leur contribution. Quand le gouvernement sera dans cette optique de vouloir écouter tout le monde, oui, nous allons parler. Maintenant, vous êtes à la CENI, n'est-ce pas vous, mais l'ANC est à la CENI. Comment préparez-vous les élections prochaines? Voilà, c'est toujours la question. Comment vous préparez les élections? Oui, mais vous êtes à la CENI. Nous sommes à la CENI, au même titre que nous sommes au CPC. On veut voir ce qui se passe là-bas. Point. Juste pour voir ce qui se passe. Point. Vous savez, nous sommes un parti politique et nous savons là où nous voulons aller.
Nous savons ce qui se passe pendant les élections, dans l'organisation des élections. J'ai été vice-président, j'en sais quelque chose. Donc, je vous dis, nous voulons voir. L'image a fait le tour du monde. Nous voulons voir ce qui va se passer là-bas. Tout. Donc, c'est de la figuration. C'est de la figuration. Mais c'est vous qui parlez de figuration. Oui, mais nous, si vous y êtes, juste pour observer. Écoutez, c'est de la figuration d'après vous. Mais nous, c'est de la politique. Il faut marquer son adversaire à la culotte. Je parle bien français ce matin. Marquer son adversaire à la culotte. Et c'est tout? Quand je suis là, oui, je te regarde. Tenter de voler les élections, je suis là, je vais te regarder. Oui, mais l'ANC était plus incisive que ça avant. Vous pensez que l'ANC n'est plus... Quand vous-même, vous étiez à la CENI. Vous pensez que l'ANC n'est pas incisive. Monsieur Agbetim, je viens de parcourir toute la région maritime. Oui. Je viens de parcourir toute la région maritime. Je pars bientôt pour la région des plateaux. Il y a une autre équipe qui part pour la région centrale et une autre qui part pour la région de la Cara. Pour rencontrer les fédérations, les militants à la base. Vous pensez que c'est de l'eau comment on dit ça? Vous pensez que c'est pour nous amuser que nous faisons ça? Non, on ne s'amuse pas. Nous, à l'ANC, nous voulons que les choses se passent normalement et que tous les Togolais bénéficient du flux du pays. Bénéficient des richesses équitablement distribuées dans le pays. Vous voyez, c'est notre ligne, ça. Notre ligne politique. C'est pour lequel vous luttez. Nous luttons avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. On nous traite de tous les noms d'oiseaux. Nous, on regarde ça avec un dédain. Parce que ça ne sert à rien. Quand les gens affabulent, les gens mentent, les gens disent des conneries, bon, c'est quand ils finiront par arriver à la vérité, eh bien, ils vont comprendre qu'ils se sont fait du mal eux-mêmes. Mais nous avons le devoir d'explication. Nous expliquons aux populations ce qui se passe. Maintenant, c'est à la population de prendre ou de ne pas prendre. Mais notre devoir, c'est d'expliquer, d'aller au contact de ces populations-là. Et nous allons en venir, M. Agbetim, pour que le temps ne nous prenne pas. Il y a encore des choses abominables qui se passent dans notre pays et il nous faut expliquer cela. Des lois qui sont votées à la huissarde à l'Assemblée nationale. Justement, vous faites allusion donc à la loi les deux lois qui ont été votées la dernière fois, mais le même jour, votre président national, qui se trouve être également le maire du Golfe 4, avec la vice-présidente aussi présente ce jour-là, ils ont été très fermes par rapport, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord avec la loi qui était votée. Finalement, doit-on dire que l'ANC, bon, pas l'ANC, mais le Golfe 4, donne de l'insomnie au ministre de l'administration territoriale qui se trouve être leur ministre de tutelle? D'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Dans un pays, lorsque une loi est en instance d'être étudiée à l'Assemblée nationale, le peuple doit être au courant. C'est-à-dire, lorsque c'est un projet de loi provenant du gouvernement ou d'une proposition de loi provenant d'un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, ces propositions-là doivent être expliquées à la population. Vous avez vu les deux projets de loi émanant du pouvoir, c'est seulement le Conseil des ministres qui a dit nous avons adopté deux projets de loi sans mettre ces projets de loi-là dans le public. Il a fallu l'ANC pour mettre ces projets de loi dans le public. Nous sommes passés un peu partout sur les médias pour expliquer, pour dire voici ce que le gouvernement met dans son projet de loi. Et si ces projets de loi-là sont adoptés à l'Assemblée nationale, ça va créer des problèmes dans le pays. Nous avons donné ces explications. Alors, Nenni, j'en viens vous poser la question. Nenni, l'Assemblée nationale qui devait nous écouter, l'Assemblée nationale a adopté ces deux projets de loi-là sans se demander si ces projets de loi-là
sont anticonstitutionnels. Je vous le dis. Oui, mais ils ne l'ont pas adopté tête baissée. En fait. Ils l'ont adopté tête baissée. Les deux projets de loi envoyés à l'Assemblée nationale sont anticonstitutionnels. Puisque les deux projets de loi concernent le premier, le district du Grand Lomé, l'organisation et le Dagle. Oui, du Grand Lomé. Le second, son organisation, son fonctionnement, ses attributions. Ses attributions. Ça fait le premier projet de loi. Le deuxième projet de loi concerne même la loi sur la décentralisation. Et quand vous lisez dans cette loi, en tout cas dans ce projet de loi, qui est voté, puisque pour le moment, la loi n'est pas encore promulguée, la loi est votée, je crois que le président de la République aura il va faire volte-face. L'élévation, je dis bien, aura l'élévation dans l'esprit pour demander l'avis de la Cour constitutionnelle sur ces deux projets de loi-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, mais maintenant, la Cour constitutionnelle... Vous dites que c'est anticonstitutionnel, ces deux lois qui ont été votées la semaine dernière, le 30 juin, par l'Assemblée nationale. Oui. On va observer une pause pour revenir dans quelques... Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Alors, tout à l'heure, les deux lois que l'Assemblée nationale a votées le 30 juin dernier portant modification de la loi ou bien qui a modifié le DAGLE, son fonctionnement, ses attributions et tout, ainsi que la loi sur la décentralisation, vous disiez que ce sont des lois ou bien ce sont des modifications anticonstitutionnelles. Exact. Expliquez-nous. Je vais vous l'expliquer. Oui. La Constitution togolaise, en son article 141, définit les conditions dans lesquelles le Togo doit aller en décentralisation. C'est clair. Oui. Alors, la loi sur la décentralisation elle-même a été votée en 2007. Et de 2007 jusqu'à ce jour, cette loi a été modifiée 6 fois, ne permettant pas aux communes de bien exercer. Cela veut dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'insécurité juridique. Lorsque vous avez une loi, vous ne permettez pas que la loi puisse fonctionner à terme avant de faire les remarques, vous mettez en danger le pays. Ah ben oui. Et cela veut dire que lorsque vous prenez les dernières modifications qui viennent d'être faites, dans la même loi, les maires du Grand Lomé, c'est-à-dire Golfe et Agouanivé, n'ont plus... Les 13 au total. Les 13 au total n'ont plus la compétence d'adressage des rues. Alors que les autres maires du Togo ont la compétence d'adressage des rues. Deux catégories de maires maintenant. Mais cette nouvelle mouture crée deux catégories de maires au Togo, alors que ces maires-là ont été élus au suffrage universel, comme le dit l'article 141. Donc, en violation de cet article 141, on ne peut pas distinguer deux catégories de maires. Et la question, pour répondre à cette question, cette loi vise un certain maire du Golfe 4 qui procède à l'adressage des rues. Je crois aujourd'hui 113 rues du Golfe 4 ont été adressées. Non, vous dites cette modification index ou bien c'est en direction de Golfe 4? Mais vous avez suivi l'information comme moi. La Constitution dit que la loi est impersonnelle. Et cette loi, en aucun cas, ne peut être dirigée contre X ou Y. La loi doit rester impersonnelle. Mais il n'y a que le maire du Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, qui a procédé en compétence propre. Je dis bien, en compétence propre, c'est-à-dire l'article 82 de la loi, de la loi sur la décentralisation, en procédant à l'adressage des rues
c'est-à-dire en faisant l'histoire parlante de la commune Ouadagli. On nous dit que maintenant là, les maires du Golfe et d'Aguanivé, eux, ils ne peuvent plus faire l'adressage des rues, mais les autres maires, est-ce qu'on peut créer des lois qui distinguent les citoyens? Et face à cette situation, quelle sera la posture du maire de Golfe 4 vis-à-vis donc de son ministre de tutelle ou bien du gouvernement? Vous savez, oui. La loi dispose pour l'avenir. L'adressage des rues est déjà fait. Si le ministre n'est pas content, le ministre, c'est là où il doit aller. D'ailleurs, ce n'est pas le ministre, c'est le préfet qui doit saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Il faut que nous respectons les lois dans notre pays. Dans les modifications actuelles, il est dit que les maires du Togo ne peuvent pas sortir du pays sans l'autorisation du ministre. Cet article de la nouvelle mouture de la loi sur la décentralisation viole également la Constitution en son article 22, avant-dernier alinéa de cet article 22, qui dit qu'aucun Togolais ne peut être empêché de rentrer au Togo ou d'en sortir. C'est clair. Mais nos députés ont eu le toupet, je parle bien français, ont eu le toupet de voter cette loi-là sans demander à la Cour constitutionnelle. Oui, mais quand nous sommes allés aux informations, monsieur Amouzou Pedro, on nous renseigne quand même que les députés, s'ils doivent sortir du pays, ils saisissent également la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous dis que c'est même dans la fonction publique, si vous devez sortir du pays, vous devez également avoir Je vous dis que ce n'est pas normal. Ça se faisait au temps de Feu Gnassingbé et Yadema, qui avait demandé un de ces ministres qui n'était pas à Lomé. Et on a mis en place comme ça une jurisprudence bidon pour dire, si tu dois sortir. Oui, mais quand votre président national était à l'Assemblée nationale, s'il devait sortir du pays à l'époque, il ne demandait pas l'avis du président de l'Assemblée? Je vais vous dire. C'est pas parce que et les choses étaient comme ça. Lui, il est encore sous, comment on dit ça? Contrôle judiciaire. Il est encore sous contrôle judiciaire. Dans l'affaire des incendies. Et c'est le juge qui dit, comme cette affaire-là, nous ne l'avons pas encore terminée, vous qui êtes concernés dans cette affaire-là, si vous voulez sortir du pays, vous demandez. Il demande l'autorisation au niveau du juge. Et après, maintenant, il va demander encore. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Jean-Pierre Fabre allait à Aflao. Et à la frontière, on l'a fait attendre pendant 2 heures. Il appelle le ministre de l'administration. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le ministre s'est fendu de ça pour maintenant envoyer une loi à l'Assemblée nationale violant la Constitution. Est-ce que ce qui est dit dépasse la Constitution? Non, la Constitution est la loi suprême. Et cette loi suprême doit être respectée par le président de la République, lui-même d'abord. Mais s'il ne respecte pas cela, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, la loi dit que la Cour constitutionnelle elle-même peut s'auto-saisir pour arrêter les dégâts. C'est pour ça que nous parlons. Nous disons donc vous interpellez la Cour constitutionnelle. Nous interpellons tout le monde, et le chef de l'État, et le gouvernement, et l'Assemblée nationale, et comment on appelle, et la Cour constitutionnelle, pour que cette loi puisse avoir une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Je rappelle au passage que vous-même, ici présent, vous êtes conseiller municipal dans le Golfe 1 également. Alors, pourquoi les autres maires ne se penchent pas sur ce sujet que vous défendez à corps et à cri? Pourquoi ce silence de la part des autres maires? Entre nous, Ou vous avez même une fêtière. Non, là, entre nous. Oui. La loi, elle est là. La loi dit que c'est comme ça vous devez faire. Si elle ne le fait pas, ça c'est à lui de répondre. Ce n'est pas
À moi de répondre. Oui, quelle lecture en faites-vous? C'est ça la question. Je peux vous dire la Vous main... êtes 117. Non, attends. Je peux vous dire la main sur la conscience. Oui. Que j'ai invoqué avant même le Golfe 4, cette question-là, au conseil municipal du Golfe 1. Mhm. Dans votre conseil? Oui. Et j'ai demandé, mais les voies qui sont au niveau de la commune, là, ces voies-là, de grâce, on ne trouve même pas une voie qui porte le nom du fondateur de Bain. J'ai posé la question, vous pouvez leur poser. Et que je suis désolé de dire qu'il y a des voies qui s'appellent boulevard Seko Mobutu et Oufoué-Boigny à Bain, alors que le fondateur même de la ville de Lomé n'a pas son nom. J'ai demandé à ce que le conseil, je l'ai demandé à maintes reprises. Je ferme cette parenthèse pour m'attaquer au diable. Le diable, attaquer, dites-vous? Mais je le dis, je m'attaque au diable. Je suis clair dans ma tête parce que le diable viole aussi la Constitution en son article 141. Parce que la composition du diable ne respecte pas les lois de la décentralisation. On dit c'est un district autonome. Non. Oui. Écoutez-moi bien. L'article 141 dit clairement et nettement que les conseillers doivent être élus au suffrage universel. Oui. Mais au DAGL, là, qu'est-ce qu'il y a? On dit le DAGL est composé d'une partie d'élus et d'une partie de personnalités nommées. Mais ceux qui sont nommés là, eux, ils représentent quelle collectivité territoriale? Quelle collectivité eux, ils représentent? Oui, mais maintenant, ne fait pas cavalier seul. Il existe d'autres pays de la sous-région qui également sont dans ce même schéma de district autonome. Abidjan, par exemple. J'ai dit, hein, est-ce que quand les gens font de mauvaises choses chez eux, nous, Togolais, nous devons aller les copier. Pourquoi on copie la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Pourquoi on ne copie pas le Sénégal? Pourquoi on ne copie pas le Bénin? Est-ce que la constitution du Togo est la même constitution que la Côte d'Ivoire et la même constitution que le Cameroun? Notre constitution dit, voici ce que vous devez faire. Nul ne doit se soustraire de cette constitution. Donc, selon vous, à l'ANC, vous souhaiteriez que le district autonome, on puisse avoir rien que des élus? Rien que des élus, et je vais plus loin. Oui. Pour dire, si l'État veut dire que c'est veut le nommer district autonome de Lomé, je ne sais quoi, Tantapion, ça, ce n'est pas notre problème. Mais que ça respecte les lois de la décentralisation, c'est-à-dire que le Grand Lomé devienne une région et que les conseillers soient élus et que ceux qui doivent administrer cette région-là soient élus comme on élit les maires également. Et qu'on élira aussi les conseillers régionaux très bientôt. Alors, nous allons permettre aux auditeurs de pouvoir vous poser des questions également. Et nous accueillons Pelé qui est en ligne. Bonjour Pelé. Oui, bonjour. Oui, une seule question et puis les autres aussi interviennent. Oh oui, j'ai d'autres préoccupations. Bon, non, une seule question. Pedro, bonjour. Bonjour. Ok, bon, je pense que tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure là-bas, je pense que au lendemain des élections, on devait aller au 30e dialogue, mais on était parti à la Sénat pour prendre le CPC. C'est pour apaiser la population, c'est pour apaiser le peuple togolais, pour discuter dans un creuset et qu'on a appelé CPC. Toutes cette chose-là, parce que c'est le ministre Padoua qui a créé le CPC, et c'est le ministre Padoua maintenant qui crée encore cette confusion-là au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'on ne peut pas aller dire tout ça là, le CPC? Bon, deuxième, très simplement pour dire que tout ce qui se passe dans nos pays voisins, la réconciliation, tout ça là, et que les chefs d'État anciens viennent, tout ça là, est-ce que il ne serait pas souhaitable que le président Faure Gnassingbé amène tous ces gens-là à l'extérieur, les tipis, les agglomés, les pauvres de revenus pour qu'on fasse une réconciliation ensemble? Bien noté, cher ami. Alors, juste derrière lui, c'est M. Gado. Bonjour. Bonjour, Jacques. Oui. Bonjour, M. Amoudou. Bonjour, M. Gado. Vous allez vous expliquer clairement ce problème, parce que ça me tourne la tête. On dit que les mecs doivent prendre une permission. Cette permission,
ou bien notifier, ou bien avertir seulement. Si par exemple c'est averti ou notifié, c'est pas grave. Oh, monsieur le ministre, bon, je suis en déplacement, je dis, ok, au retour, assistez-moi du pays du Ghana ou bien du Paris, c'est normal. Merci. Une permission, le ministre peut refuser, mais c'est inhumain. C'est comme la chanson de la CEDEAO contre le Mali. Si c'est comme ça, c'est pas normal. Les mêmes ne sont pas à l'école. Donc, il faut nous expliquer, bien dit, ces permissions notifiées ou avertissements. Merci, bonne journée. Alors, M. Pedro, vous les avez écoutés. Dans le libellé, au niveau de la loi modifiant donc la décentralisation, portant modification pardon, de la loi sur la décentralisation, est-ce qu'on parle de autorisation ou bien notifier ou avoir avis? Qu'est-ce qu'on demande? Nous, c'est autorisation. C'est clair dans le projet de loi qui est allé à l'Assemblée nationale, c'est très clair. Il faut que le maire ou le président de région ou quand on lit la loi, même les conseillers maintenant doivent demander l'autorisation au ministre de l'administration. Ce qui est retenu, et je le lis ici, déplacement hors du pays sans autorisation préalable du ministre de tutelle. Ah, c'est ce que je lis dans la nouvelle loi. C'est clair. Si je dois sortir maintenant, il faut que j'ai ma mère, peut-être, je schématise la chose. J'ai ma mère qui est décédée, ma mère est à Cotonou. Si je dois aller enterrer ma mère, il faut que j'aille demander l'autorisation au ministre de l'administration territoriale avant d'aller enterrer ma mère. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, selon la loi, je dis bien, c'est que cela rentre dans les points qui vont pousser à destituer ou à révoquer un maire. Mais vous comprenez clairement que le gouvernement ne veut pas laisser les maires exercer tranquillement en respectant les lois. Mais dès lors qu'un maire, comme le maire du Golfe 4, a respecté la loi, c'est-à-dire l'article 82 de la loi sur la décentralisation, en procédant à l'adressage, eh ben, le ministre s'est offusqué et au lieu d'aller devant les tribunaux, le ministre font c'est tout ce que le ministre fait là. Vous ne devez pas vous rencontrer au niveau du CPC pour pouvoir le lui dire. Au niveau du CPC, oui, la loi, il y a on attente à la loi. Celui qui attente à la loi, celui qui pense que nous ne respectons pas la loi là, la loi lui dit d'aller devant les tribunaux. Nous attendons M. Boukwesi devant les tribunaux, c'est clair. Oui, mais la loi est déjà votée. Et si jamais cette loi est promulguée, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ou bien y a-t-il des actions? Est-ce que dans un pays, il faut fabriquer des lois pour faire pleurer les citoyens ou il faut fabriquer des lois pour permettre aux citoyens de vivre librement dans le pays? M. Boukwesi n'est pas mon père à moi. M. Boukwesi n'est pas un membre de ma famille. Si je dois aller saluer ma tante à Aflao, je n'ai pas de permission à demander à M. Boukwesi. On m'a fait le coup quand j'étais à la CENI. J'ai perdu mon beau-frère à Cotonou. J'ai voulu m'y rendre, on m'a bloqué à la frontière. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère, c'est-à-dire la maman de mon grand frère, Madame de Souza, grande sœur du général de Souza. Mon grand frère étant décédé, j'ai voulu représenter mon père qui est décédé. On m'a empêché En ce moment, vous étiez à la CENI. Toujours à la CENI en ce moment. Mais alors, M. Francis être membre de la CENI ne veut pas dire que je perds mes droits constitutionnels. De circuler librement. De circuler librement, d'aller où je veux. Et Pelé enchaîne en disant que dans le cadre de la réconciliation, est-ce que il ne serait pas bien que Fonya Singbe appelle aussi les Agbeome, les Tipi, les Podro, tous ceux-là qui sont en exil de revenir au pays? Je vais être clair avec vous. Oui. Je suis Togolais et je n'accepterai pas que quiconque Togolais, puisse être privé de rentrer dans son pays, je ne peux l'accepter. Maintenant, le chef de l'État doit comprendre que le pays ne lui appartient pas. Le chef de l'État doit comprendre, le gouvernement doit comprendre que nous avons le pays en partage. Et ça, s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils seront rattrapés demain. Ça, je leur dis ça. Francis Pedro Amouzou, nous sommes à la fin de l'émission. L'ANC serait où très prochainement? Pour quelle activité? En 2, 3, 4, 5 secondes. Oui, l'ANC sera à Goué. Le 30 juillet
à Agoué. Je note au passage. Pour un meeting. Je note au passage que notre meeting devait se tenir le 3 juillet dernier. Le préfet l'a interdit. Nous avons réintroduit pour aller à Agoué le 30 juin. Au même moment, on permet à UNI de marcher sur la voie publique. Alors que eux-mêmes, ils ont voté la loi que personne ne peut plus marcher, ne peut plus faire une manifestation sur les routes bitumées. C'est parce que c'est UNI que eux, ils ont le droit de faire ce qui est interdit à d'autres. UNI a marché quand? Quand est-ce que UNI a encore marché? Lundi à Sabado. Credo, Francis Amouzou. Ça, c'est la TBT. Merci. Les images sont sur TBT. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. Merci d'être passé chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie et je souhaite une bonne journée au peuple togolais martyrisé. Merci, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Derrière la même invité s'appelle Ascool. Moi, je suis Joachim Agbetim. Excellente journée à toutes et à tous.